C'est une expérience inédite. La Caisse d'épargne va se débarrasser d'une partie de ses banquiers pour les remplacer par des micro-entrepreneurs. Alors nos bonnes vieilles banques vont-elles disparaître? Pour y répondre ce soir avec nous notre invité Maxime Chipoy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de moneyvox.fr, un site spécialisé dans l'actualité des banques, la protection des consommateurs, des banquiers, entrepreneurs. Pourquoi cette initiative ? Alors, la Caisse d'épargne fait partie des banques qui ont un gros réseau d'agences, et notamment des agences dans des toutes petites villes. Et aujourd'hui, elle fait ses comptes et elle se rend compte que ces agences lui coûtent très cher. On imagine aussi qu'il y a quand même des zones rurales qui, de toute façon, sont désertifiées, avec de moins en moins de services. Ça va permettre aussi de maintenir du service pour les habitants. Oui, c'est tout à fait l'idée du projet. La Caisse d'épargne veut faire ses conseillers indépendants, essentiellement dans les zones rurales. Pour l'instant, c'est un test, mais c'est dans les zones rurales. Alors, en même temps, moi, quand je demande conseil à mon conseiller bancaire, justement, par définition, j'attends une expertise de sa part. Est-ce que tout le monde peut s'improviser banquier ? C'est le risque, et c'est pour ça qu'il faut être très prudent sur ce genre d'initiative. Si demain, les banques se mettent à embaucher, pas vraiment à embaucher d'ailleurs, mais à passer des contrats avec des indépendants qui n'ont peut-être qu'une expérience très lointaine de la banque, le risque, c'est d'avoir un conseil vraiment très dégradé. Ils auraient les mêmes formations, le même parcours qu'un conseiller bancaire ? Théoriquement, ils sont censés avoir les mêmes formations, ils sont censés avoir des contrôles, mais le problème est un peu plus fondamental. C'est qu'un salarié d'une banque dans une agence actuelle, il a un salaire fixe et il peut se permettre de vous dire de ne pas acheter si ça ne correspond pas à votre profil. Quelqu'un qui est un indépendant ne va être payé que sur ses commissions, que sur ses ventes, et le risque, c'est qu'il vous vende un peu n'importe quoi. Vous dites en gros qu'on irait voir finalement quelqu'un qui représente le conseiller bancaire, mais qui serait un commerçant comme un autre et qui essaierait de nous placer des produits qui ne sont pas forcément ceux qui nous intéresseraient. C'est le danger de ce genre de contrat où la personne n'est rémunérée qu'à sa vente. Il y a d'autres questions peut-être déontologiques qui se posent aussi. Je pense, je ne sais pas, au secret bancaire par exemple. Quand je vais voir mon banquier, je sais qu'il est tenu à une grande discrétion. Oui, effectivement, mettre des conseillers indépendants qui ne sont pas des vrais banquiers, ça pose un problème au niveau du secret bancaire, puisque vous avez tous les jours des informations qui passent sur votre compte bancaire. C'est votre banque qui les gère et qui les stocke. Si cette banque commence à partager ces informations, alors elle sera de toute façon obligée de demander votre consentement, mais on ne saura pas vraiment quelle ampleur de données aura ce conseiller. Si vous en donnez trop, il pourra tout savoir de votre vie, et comme c'est quelqu'un de votre coin, ce n'est pas forcément une très bonne chose. Si vous n'en donnez pas assez, il ne vous donnera pas forcément un conseil éclairé. Ils seront contrôlés ? Alors c'est obligatoire. Après, la réalité est plus compliquée, puisque est-ce que la Caisse d'épargne va augmenter ses effectifs en parallèle pour avoir plus de contrôle sur place chez ses indépendants ? C'est une question, et de toute manière, un indépendant, c'est une société indépendante, et la Caisse d'épargne ne pourra pas tout vérifier, comme elle peut le faire aujourd'hui dans ces agences qui lui appartiennent à elle. Est-ce que ça pourrait se révéler justement contre-productif pour la Caisse d'épargne si finalement l'image de la banque en souffre aussi, si on est mal accompagné Alors effectivement, le premier risque, c'est quand même que la Caisse d'épargne se fasse une très mauvaise pub. Le métier de banquier, c'est un métier de confiance. Là, la Caisse d'épargne est en train de raconter à ses clients qu'elle va faire affaire avec des gens qui ne sont pas forcément des gens qu'elle maîtrise, et qui pourraient, si jamais ils ne gagnent pas assez d'argent, rapidement mettre la clé sous la porte ou partir vers des activités plus rentables. En même temps, est-ce que les banques ont le choix ? On vient d'apprendre que HSBC annonçait la suppression de 35 000 postes, des agences ferment les unes après les autres. Est-ce que, je ne sais pas, ça veut dire que dans 20 ans, la banque en bas de chez soi, ça ne sera plus du tout une réalité ? Alors, les banques traditionnelles avec agences, effectivement, elles sont dans une situation compliquée, puisque ça fait des dizaines d'années qu'elles ont mis des agences quasiment à tous les carrefours de toutes les villes. Et ces agences commencent à leur coûter très cher, puisqu'en réalité, les gens commencent à ne plus se servir des agences. En fait, ça fait déjà plusieurs années qu'elles ne se servent plus des agences et qu'elles préfèrent passer sur Internet. Donc ces agences-là, elles leur coûtent trop cher. Au final, elles sont obligées de tarifer les clients. Et ces clients-là préfèrent partir vers des agences en ligne, vers des banques en ligne, qui, elles, sont beaucoup moins chères, puisqu'elles n'ont pas tous ces frais d'agence à supporter. Et pourtant, les Français sont très attachés, non, à leur banque, à aller chez leur banquier. Les Français vont très peu chez leur banquier, ils vont très peu en agence en réalité. Il n'y a que 20% des Français qui vont au moins une fois par mois dans les agences. Le reste, c'est quoi ? Une, deux fois par an, trois fois par an maximum ? Oui, c'est vraiment ça en moyenne. Mais psychologiquement, les Français veulent encore avoir une agence à côté de chez eux.
Et est-ce qu'il y a un intérêt tout de même, est-ce que c'est quantifié, à avoir une discussion? Alors il y a évidemment l'intérêt, le lien social quand même, et l'intérêt de voir la personne, mais est-ce qu'il y a aussi un intérêt de rentabilité? Est-ce que ce n'est pas plus efficace de voir son banquier en vrai? Honnêtement, pas vraiment, puisque la grosse limite d'un conseiller bancaire, c'est que de toute manière, il ne va vous vendre que des produits de sa banque. Donc même le terme de conseiller, il est un peu problématique, puisque à partir du moment où on ne peut vous conseiller que vos produits, que ces produits plutôt, c'est quand même pas terrible. Moi, j'ai pas de banque en ligne. Est-ce que ça veut dire que je suis complètement has-been? Tout le monde a une banque en ligne autour de nous? Non, tout le monde n'a pas de banque en ligne. Aujourd'hui, les banques en ligne, ça représente entre 5 et 10% des clients, selon qu'on parle de clients qui ont une banque en ligne en banque principale ou en deuxième banque. Mais c'est un mouvement qui prend de l'ampleur, puisque entre 30 et 40% des nouvelles ouvertures de comptes aujourd'hui sont des ouvertures auprès de banques en ligne. Quel est le grand atout alors de ces banques en ligne? Alors, le grand atout, c'est le premier en tout cas, c'est les tarifs, puisqu'une banque en ligne, c'est 80, 90, voire 100% moins cher qu'une banque traditionnelle, puisque parfois, si vous faites vraiment que des opérations du quotidien, vous pouvez en avoir pour 0 € par an de frais bancaires. Alors que quoi, sur une banque traditionnelle, quels sont les tarifs? En moyenne, une banque traditionnelle, ça coûte entre 150 et 300 € selon la banque et selon l'usage qu'on fait de sa banque. Sans incident bancaire, parce que dans ce cas-là, la facture, quand vous êtes à découvert, est beaucoup plus importante. Elle peut s'envoler. Elle peut s'envoler, ça peut atteindre plusieurs centaines, voire des milliers d'euros. Du côté des services, est-ce qu'on peut en attendre exactement la même chose sur les banques en ligne? Alors aujourd'hui, les banques en ligne, qui ont quand même plus de 10 ans d'existence maintenant, ont, pour les plus grandes, l'ensemble des services et des produits qu'on peut trouver dans une banque traditionnelle. Donc ça, ce n'est pas vraiment la différence. La seule différence, vraiment, aujourd'hui, c'est la possibilité d'avoir un conseiller en face à face. Et si alors on veut, je ne sais pas moi, souscrire un prêt immobilier, on peut le faire ça avec une banque en ligne? C'est compliqué quand même. Enfin, ça paraît compliqué. C'est effectivement plus compliqué parce que c'est typiquement le genre de moment où on aime bien être en face à face, donner des papiers en version papier. Mais depuis quelques années, les banques en ligne permettent de faire des crédits immobiliers. Aujourd'hui, comme elles ont une logique un peu industrielle des choses, elles font des prêts très simples. Elles ne gèrent pas les prêts avec double ligne ou les prêts pour des personnes qui ont des statuts compliqués. Mais dans quelques années, ça sera de l'histoire ancienne, tout ça. Et alors, si on veut déposer un chèque ou de l'argent liquide, là, en revanche, comment on fait? Alors, il y a plusieurs systèmes. Déjà, il faut savoir que la plupart des banques en ligne appartiennent à des banques traditionnelles. Donc, vous pouvez parfois déposer dans les guichets des agences traditionnelles, enfin des banques traditionnelles. Parfois, vous avez un système où vous avez des enveloppes qui sont prépayées. Vous mettez vos chèques dans l'enveloppe, vous l'envoyez à la banque et c'est encaissé. Il y a de moins en moins de distributeurs, d'ailleurs, de billets. En tout cas, il n'y en a pas pour Boursorama ou Fortunéo. Alors, elles sont peut-être attachées à des grandes banques. Est-ce que ça veut dire aussi que le cash, l'argent liquide, est lui aussi amené à disparaître? Alors, je ne pense pas que le cash va disparaître. Son usage diminue. Il diminue depuis pas mal d'années. Il continue à diminuer fortement. Et notamment, récemment, il a beaucoup diminué avec la mise en place du paiement sans contact, où vous pouvez aller chez votre boulanger, payer votre baguette de pain de 1 € avec une carte bancaire, ce qui était totalement inimaginable il y a 5 ou 6 ans. Très rapidement, il y a des expériences, je crois, qui ont été faites dans des pays nordiques où il y a eu très très peu de distributeurs de monnaie et de moins en moins de cash. Ça a marché? Ça a fonctionné? Alors, au début, il y a eu beaucoup d'enthousiasme, effectivement, en Suède pour la disparition du cash. Et puis, ils se sont rendus compte que ça posait quand même quelques problèmes. Et puis, déjà des problèmes un peu pratiques, typiquement. Un SDF, comment lui donner de l'argent s'il n'y a pas de cash? Et puis, des problèmes de confidentialité. Il y a des citoyens qui n'ont pas envie que leur banquier sache absolument tout de ce qu'ils font de leur argent. Donc, les billets et la monnaie sonnante et trébuchante ont encore un petit avenir quand même. Un petit avenir au quotidien. Merci à vous, merci Maxime Chipoll. Je rappelle que vous êtes directeur de Moneyvox.fr. Tout de suite, c'est dans l'air, le titre de l'émission de Caroline Roux. Ce soir, Allemagne, la haine et le choc. Bonne émission à vous.